Talk to me. Talk to me. De la garde alternée à la violation de domicile par l'armée. Mais que se passe-t-il donc en France pour que l'armée elle-même entre par effraction au domicile d'un citoyen français qui n'avait à cœur que de réclamer le droit de visite pour ses enfants? Bienvenue les amis sur JSF TV, le bonjour à nos partenaires de Réseau International et Profession Gendarme pour une info libre. Aujourd'hui, il va venir aussi nous rejoindre dans cette émission Stéphanie Reynaud de Tribune Libre. C'est un sujet extrêmement important, puisque la semaine dernière, le lundi 9 février, un franco-italien qui s'appelle Federico Mellet, et vous aviez vu une intervention qu'on avait faite avec lui il y a quelques semaines déjà sur cette même antenne, il lui est arrivé quelque chose quand même de terrible, et il était passé au tribunal de Paris ce 9 février. On va y revenir. Mais c'est l'histoire surprenante et inquiétante qui lui est arrivée. Il est enseignant, ingénieur de recherche franco-italien, père de 3 garçons. Il habite dans le département de la Côte d'Or, Dijon. Ça vous rappelle quand même peut-être quelques histoires sordides. Dijon, on y reviendra. Mais il se passe des choses là-bas. Il en est même venu à porter plainte contre l'État et cela ne s'est pas fait sans faire trembler en haut lieu parce que, comme le disait le juge Falcone, si vous voulez comprendre l'ampleur du système mafieux, vous devez voir les flux d'argent. Alors, beaucoup d'implications locales, des complicités, violation du code pénal, comme Federico va nous le préciser lui-même. Mais au-delà de son cas particulier, il y a tous les cas potentiels, je dis bien potentiels, parce qu'il est fort probable que ça ne soit pas à l'enfance. Mais il y a aussi les risques que ce qu'il a subi soit subi par d'autres. Et ça l'a déjà été dans le passé. Rappelez-vous ce qui est arrivé à maître Virginie de Rogerequia, qui a vu à 6h du matin la police, le GIGN, débarquer chez elle et lui infliger 60 heures de garde à vue, confiscation de son matériel, et elle en subit encore les difficultés. Il y avait en même temps que Federico Mellet, Eric Hertz, qui a subi la même chose. Avec moi donc Stéphanie Reynaud, que j'ai souhaité associer à cette émission pour diverses raisons. Tout d'abord, et ce qui ne gâche rien, c'est une amie. Ensuite, elle est journaliste indépendante et créatrice du site Tribune Libre, et plus récemment, en partenariat avec notre ami Nicolas Bouvier, des films libres. Et surtout, Stéphanie était présente à l'audience du 9 février dernier au tribunal de Paris. Elle pourra nous en toucher un mot également. Alors, on va parler de cette affaire. Qu'est-ce que ça implique? Y a-t-il eu abus et ou intérêt financier sur les enfants? Pourquoi aucun avocat ne voulait l'assister dans ces démarches? Accrochez-vous, parce que c'est parfaitement le reflet de l'état de notre démocratie à l'occidental. Et ça pique. Bienvenue, Federico. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup Eric, merci à toute l'équipe en effet qui est en train de faire une divulgation de la vérité, une vérité qui dérange énormément un système qui malheureusement, vu les choses qui sont arrivées, c'est incontestablement possible l'affirmer comme un système totalement corrompu, en bande organisée.
Je voulais en effet préciser que je n'ai pas de en bas âge à l'époque. Et puis une affaire banale et courante, j'allais dire tristement banale, qui essaye d'une séparation, des gardes des enfants, les mercredis, un mercredi sur deux, etc. Ce qui sera d'ailleurs, j'ai cru comprendre, le titre de ton prochain livre. Et puis après, les choses dégénèrent. Et elles dégénèrent aussi parce que ta femme, c'est quand même pas, ton ex-femme, c'est quand même pas n'importe qui. Elle est pédiatre dans un CHU à Dijon. Et les choses se sont par la suite enchaînées. Je te laisse brièvement nous raconter un petit peu tout ça, et puis après, on va arriver sur ce qui t'a amené au tribunal de Paris. C'est bien. En effet, je suis Federico Mele, je suis d'origine italienne, mais je suis aussi français. Je suis un enseignant ingénieur de recherche. Et en effet, j'ai dû apprendre le français et le droit directement dans les tribunaux parce qu'en tous les cas, je me suis rendu compte, par le fait que je suis un père de 3 enfants, qu'il avait des dysfonctionnements, qu'au début, je pensais que c'était des petites erreurs. Mais malheureusement, pour eux, ma persévérance du fait de faire respecter mes droits comme c'est tout à fait légitime m'a permis de découvrir petit à petit, pendant 15 ans, un système que je peux considérer comme un système, en tous les cas, en bande organisée, qui fait absolument des conflits d'intérêts, qu'il a des conflits d'intérêts, qu'il a des finalités qui sont le business et le contrôle des masses. Et on va venir directement à le sujet concret parce que pendant 15 ans, j'ai eu la possibilité d'accumuler une série de preuves incontestables vis-à-vis aussi d'une personne que je me permets de remercier avant qu'elle réponde directement en justice, comme une prétendue avocate qui s'appelle Delphine Baldini, inscrite al barreau de Dijon, parce que grâce à cette personne qui a voulu pourrir ma vie et surtout la vie de mes enfants et comme énormément d'autres enfants, il m'a permis, par son acharnement, qui devra justifier face à la justice, la vraie justice, il m'a permis de dévoiler un système totalement corrompu, parmi lesquels maintenant sont impliqués aussi le procureur de la République de Dijon, le préfet de la Côte d'Or, le commissariat de Dijon, le parquet de Dijon, des médecins et d'autres choses. Donc, toutes les personnes qui devront répondre en justice, c'est très important, qui en effet sachent parfaitement que c'est grâce à Madame Delphine Baldini qu'on a pu dévoiler un système de cette partie-là. Parce que c'est important, parce que le copinage et en effet l'amitié dans ce système en bande organisée porte en effet à avoir eu des représailles à mon domicile, on va vous expliquer, mais c'est important de préciser que maintenant, dans le moment que des personnalités qui normalement jusqu'à maintenant se sont considérées immunes à respecter la loi, et surtout immunes à faire montrer l'exemple du respect de la loi. Maintenant, devons bien savoir que c'est grâce à Madame Delphine Baldini, qui n'est pas du tout un avocat, se prétend avocat et une usurpation des professions réglementées, qu'on a pu découvrir celui-ci. Merci. Bonjour Stéphanie. Voilà. Ah, j'ai pas mis mon micro, pardon. Alors, bienvenue à toi Stéphanie, si on t'entend très bien. J'ai fait ta petite présentation tout à l'heure, hein, tu l'écouteras en replay. Merci de nous rejoindre malgré un emploi du temps assez serré, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais comme tu étais présente à l'audience au tribunal de Paris, j'ai souhaité te faire venir aussi dans cette émission parce que c'était à la fois ton cœur de mère et ton cœur de journaliste indépendante qui a exactement. Alors, je n'étais pas présente pendant l'audition, je suis arrivée après et donc j'ai interviewé Federico. Donc, j'ai compris ce qui se passait grâce à ces explications relativement concises et claires. Alors, il était en train de nous présenter ce qui s'était passé depuis une quinzaine d'années. Federico, est-ce que c'est abusé de dire qu'il s'agit de système mafieux ou est-ce que le terme est approprié selon toi ? En tous les cas, vu les choses qui sont passées, vu en effet une représaille armée avec une force disproportionnée envoyée à mon domicile sous des ordres abusifs, un abus de pouvoir, abus d'autorité, conflit d'intérêts, usurpation des professions réglementées, parce que j'ai tout déporté ça devant la Cour d'appel de Paris, je ne peux pas en effet m'exprimer sur le fait qu'une représaille pareille est là, une ressemblance équitable parfaitement à un des pires des systèmes mafieux. Parce que oui, on avait passé la dernière fois les vidéos de tes caméras de surveillance. Je ne sais pas si on pourra les revoir à nouveau, mais c'était assez impressionnant quand même de voir cette prolifération de policiers, de militaires chez toi et qui sont intervenus
par effraction. Hein. Bah, bien sûr, en tous les cas, il a eu un abus. J'ai eu le courage, comme Eric Hertz, en tous les cas, de faire immédiatement recours à cet abus, en effet, qu'ils ont fait à mon domicile. J'ai démontré, en tous les cas, et j'ai pas eu la possibilité d'avoir un avocat qui soit capable et courageux de me représenter et de m'assister sans avoir l'action de filtrage comme normalement, malheureusement, les avocats y l'ont pour empêcher un citoyen, une personne en effet de l'Europe, aussi de la France, tout ça, qui a le droit de s'exprimer aussi en respect de la Convention européenne des droits de l'homme, aussi surtout de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de pouvoir exprimer librement sa pensée pour avoir un procès équitable. Donc, je voulais seulement souligner que la situation est grave, parce que sont arrivés même, j'ai constaté, à des agriculteurs récemment, même en Italie, hier, il a eu qu'il risquait d'y avoir des petits soucis. Il a eu une action similaire. Et donc, en tous les cas, c'est très important de savoir que la chose qui m'est arrivée à moi, qu'on va décrire en détail, ça peut arriver à n'importe qui va aujourd'hui être une personne qui dérange pour des vérités pacifiques, incontestables, qui sont tout à fait dérangeants pour un système qui a des conflits d'intérêts et qui est en train de faire du business avec la marchandise humaine. Alors, Dijon, c'est une ville aussi où il y a quelque chose qui résonne en nous, c'est qu'on avait vu il y a quelques années, un peu moins de 2 ans maintenant, la condamnation d'un juge qui avait mis en vente sa fille sur Internet. Il était initialement prévu, on va peut-être passer l'article de France 3 Régions de ce moment-là, mais il était prévu qu'il y ait 1 an de prison ferme et 1 an de sursis, et sa peine a ensuite été commue à du sursis uniquement. On va quand même rappeler les faits. Hein. C'est un homme le vice-président de la magistrature de Dijon qui propose les services de sa fille mineure sur Internet, ce qui est quand même pas rien. En plein cœur de l'affaire Epstein, j'avoue que ça résonne quand même assez durement aux yeux et aux oreilles. Donc Dijon, ça me paraît déjà assez sévèrement connoté dans ce domaine-là. Qu'en dis-tu? Exactement. Alors moi, je voulais dire qu'en tous les cas, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que malheureusement, il a des problématiques qui sont reliées à des ordres politiques qui sont extranationaux. Vous pouvez rappeler, on peut voir aussi, on peut mettre le lien, que nel 2023, il y a aussi le président de la République française qui s'est présenté à Dijon avec un investissement d'1 milliard d'euros. C'est le dire aussi d'un journal, un vidéojournal qu'on peut faire passer si vous l'avez, qui en tous les cas montre qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs parce qu'ils ont donné directement des directives à les magistrats, à la police, à les parquets, au procureur de la République, au préfet de la Côte d'Or et à d'autres, même à des élèves, pour pouvoir créer, mettre en place une guerre civile, une instigation à la haine que c'est un délit, payer 1 milliard d'euros. Et je vous rappelle qu'en tous les cas, il y a quelques années, disait qu'il ne pouvait pas trouver de l'argent pour financer les 13 milliards, compter 4 milliards 2 fois pour la retraite. Donc, je vous invite à réfléchir parce qu'il a des programmes d'ingénierie sociale qui sont mis en place. C'est des programmes d'ingénierie sociale qui sont rien d'autre que des techniques militaires assez connues, mais utilisées directement sous la population avec un système qui va utiliser des médias du système pour pouvoir faire une propagande quotidienne et surtout une instrumentalisation à la pensée unique. Alors oui, l'ingénierie sociale, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est beaucoup plus flagrante depuis maintenant la crise Covid. Je voudrais juste me tourner vers Stéphanie parce qu'elle a peu de temps à nous accorder. Oui. Toi qui qui a interrogé Federico et qui est sensible à cette affaire, qu'est-ce que tu penses de tout ça au vu de tout ce qu'on a vécu maintenant depuis la crise Covid? Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, je suis venue en soutien et puis plusieurs proches m'avaient dit il faut absolument que tu relais le témoignage de Federico. C'est très important, voilà, ce qui lui arrive est totalement injuste et ubuesque. Donc 2 choses à dire. Déjà, moi, je suis venue en soutien parce que je pense 2 choses. Alors, en tant que, on va bien faire attention au poids des mots. Je suis féministe et c'est à ne pas confondre avec le néo-féminisme qui a été instrumentalisé. Je le dis, je le répète, comme un perroquet parce que les gens ne l'impriment pas.
Les néo-féministes, c'est des cinglés qui ont été mis en avant par les médias subventionnés, notamment en France, peut-être dans les pays alentours, je ne sais pas. Mais en France, on nous a mis en avant des folles furieuses qui donnent une image du féminisme. Enfin, c'est pas du tout du féminisme. Donc, c'est limite, on a honte quand on écoute ces femmes-là à la télé, dans des médias, hélas, encore assez puissants et qui ont une audience encore trop importante, des Alice Coffin, etc. Donc, qui, elles, ont une détestation de l'homme au sens masculin du terme. Et donc, ça crée une guerre des sexes qui n'a pas lieu d'être, qui est justement contre-productive, ça crée des divisions qui jouent contre nous. Donc ça, je pense que les médias jouent le jeu de la division. Moi, en tant que féministe, je soutiens la cause des mères et des pères désenfantés. C'est-à-dire qu'un enfant, pour se construire, a besoin d'un père et d'une mère, même si, bon, après, il y a des cas particuliers parce qu'on est tous imparfaits. Après, il y a effectivement, il y a des parents maltraitants. Ça, c'est un autre sujet. Mais un enfant a besoin de son père et de sa mère. C'est comme il a besoin de sa jambe gauche et de sa jambe droite pour marcher et pour grandir. Et moi, je pense que moi, j'ai été élevée par mes 2 parents et pour moi, je n'aurais pas pu choisir entre mon père et ma mère, d'autant plus que mes parents ont divorcé et que ça ne s'est pas très bien passé. Et je n'ai jamais pu renoncer ni à l'un ni à l'autre. Et je pense que dans un divorce, on ne peut pas rentrer dans les histoires de couple. Il y a souvent des torts partagés, parfois plus par l'un que par l'autre, mais c'est pas à l'enfant de décréter ça. Et c'est vraiment. Autrement dit, pour toi, priver des enfants du père ou de la mère par le non-droit de visite, c'est de la maltraitance. À part priver le père, priver de la mère ou du père, si le père est maltraitant, incestueux, s'il y a vraiment de mauvais traitements qui mettent en danger l'enfant. Là, c'est des cas particuliers, mais je parle du fait qu'on ne peut pas priver un enfant de son père et de sa mère. Donc moi, j'ai été complètement solidaire. En plus, j'avais vraiment suivi, il y a longtemps, bien avant le Covid, l'histoire assez connue de Maxime Gaget. Là, c'est une histoire d'homme maltraité. Ça m'avait énormément touchée. Il avait été maltraité par sa compagne au point d'avoir failli finir vraiment infirme. Il avait eu beaucoup de jours de RTT. C'était une histoire vraiment très, très touchante. Et déjà, à l'époque, j'étais déjà engagée dans le féminisme. Et je me disais, quand on est juste, on doit défendre autant ces hommes maltraités que ces femmes maltraitées. Il n'y a aucune raison de faire du favoritisme, sinon on est injuste. Donc l'histoire de Federico m'a beaucoup interpellée et touchée. Donc voilà, c'est vraiment... moi, je suis maman, donc je pense que c'est vraiment affreux de ne pas voir grandir ses enfants. Après, je rentre pas dans les histoires de couple. Et puis, j'avais autre chose à dire. Oui, le terrorisme d'État, quand j'ai vu aussi ce qui lui est arrivé, bon, on peut faire le parallèle avec les moyens que l'État a mis, notamment, je prends un exemple, l'affaire du pass sanitaire. Ils n'ont jamais d'argent pour aider les hôpitaux, pour aider, je sais pas, les gens qui dorment dans la rue. Mais au moment du pass sanitaire, pour envoyer des Robocop armés jusqu'aux dents avec notre argent du contribuable sur les plages dynamiques ou sur les terrasses où les gens simplement avaient le malheur de se retrouver de manière conviviale et de respirer un peu sur les terrasses, on voit bien en fait que l'État a des moyens de rétorsion et d'intimidation avec notre propre argent public, l'argent du contribuable, et que l'État, c'est très bien, l'État, c'est les gens qui dirigent et ceux qui sont derrière, ont bien les moyens de mettre l'argent. Quand il y a une volonté politique, il y a de l'argent. Quand il n'y a pas de volonté politique, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, tout est question de volonté politique. Et là, effectivement, on est dans des sortes d'abus, abus étatiques. Ce qui s'est passé chez Federico, c'est extrêmement choquant. Ce sont des moyens de rétorsion, d'intimidation. Et je pense qu'il faut parler contre ça, il faut que tous nos médias relaient ça sans cesse. Nous n'allons pas cesser de répéter les choses si nécessaire, puisque de toute façon, c'est la méthode des médias traditionnels subventionnés, c'est de répéter sans cesse des choses pour que ça rentre dans les cerveaux. Et ben, nous allons faire de la contre-propagande. Mais effectivement, j'étais assez choquée aussi par ces méthodes-là pour faire taire un homme qui en plus dérange le système, parce que j'ai compris une chose, c'est que Federico avait effectivement, Monsieur Mellet a un cerveau qui marche bien et il s'y connaît bien, il connaît bien les failles de notre système judiciaire et il a mis des années à les étudier et il les connaît sur le bout des doigts et sans doute mieux d'ailleurs que certains hommes ou femmes des tribunaux et de la justice.
Enfin, voilà, Alors, je ne j'ai sais pas raison si de c'est signaler. d'accord avec ce que j'ai dit, mais c'est mon sentiment personnel. Je voulais dire ces deux choses importantes. Mais il y a beaucoup de mots qui sont galvaudés ces dernières années. Le langage est maltraité. Et voilà, et mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, ça on le sait, et c'est tellement vrai, on crée à la fois une nouvelle langue et à la fois on appauvrit notre langage et on vide les mots de leur sens originel, du vrai sens, et en fait, ben, ça crée des confusions dans les cerveaux et ça devient compliqué de réfléchir à peu près sainement. Voilà, c'est ce que je Tu voulais avais dire. raison de dire que l'État a les moyens quand il veut. Tu as parlé du pass sanitaire. On pourrait aussi parler des agriculteurs qui Oui, qui bien ont sûr. subi les conséquences, ou même de Dieudonné, hein, qui se voit Oui, régulièrement tout à fait. balader avec ses salles de spectacle et Exactement. son bus. Là, il y a du monde pour pouvoir s'occuper de ces gens-là, un petit peu moins pour s'occuper des réseaux pédocriminels. Merci beaucoup, Stéphanie. Tu peux rester avec nous autant que tu le souhaites Eh et pas ben, je peux intervenir rester quand tu veux. encore 5 minutes avec vous. N'hésite Merci. pas à intervenir dans ces cas-là. Federico, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette audience. Comment ça s'est passé à l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu on va dire, est-ce que les gens, la partie adverse était confiante dans ce qui allait arriver, ou est-ce qu'ils commençaient déjà à sentir que les choses se passaient mal pour eux? Moi, je peux dire qu'en tous les cas, j'ai retrouvé le même juge del 12 décembre 2025 pour lequel j'avais fait déjà un appel et que j'ai trouvé qu'il n'a pas exactement respecté le principe équitable, de façon que j'ai dû en effet déposer un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la cassation, et j'ai rappelé à le juge à l'audience que j'ai eue le 9 février dernier, parce qu'en tous les cas, cette juge, simplement sous ma demande de faire respecter le principe contradictoire, quelque chose qu'il n'a pas fait, il a commencé à s'énerver et tout de suite après, il a essayé de me faire de la provocation pour dire que c'était un outrage que c'est totalement ridicule parce que la personne qui, en tous les cas, qu'il a essayé de s'exprimer et avec son décret de nomination présente une usurpation des professions réglementées. Et en tous les cas, j'ai bien rappelé que déjà son cas, il était devant la chambre criminelle de la cassation de Paris. De conséquence, en tous les cas, il devait en effet prêter aussi attention parce que ce curriculum il pouvait être aussi compromis. Je voulais dire qu'en tous les cas, c'est une technique d'intimidation, tout ça, parce que déjà le procureur de la République, mais surtout le préfet de la Côte d'Or, il avait écrit des observations inquiétantes, parce que dans lesquelles je suis en possession, je pouvais aussi éventuellement faire un extrait à un certain moment, parce qu'il avait demandé à le juge d'éviter de le juger. Et un prétendu avocat général qui était dans le rôle illégal d'usurpation des professions réglementées, et je précise que ça, je l'écris directement de mes observations, mes conclusions, directement déposées à la Cour d'appel de Paris. En effet, c'est permis en effet d'essayer de me faire désister d'un appel tout à fait légitime après avoir subi un attentat d'État, un terrorisme d'État et surtout une représailles armée disproportionnée des forces qui sont utilisées de façon intimidatrice avec un potentiel événement fatal. Et je voulais dire qu'en tous les cas, le juge m'a empêché de plaider à cette occasion-là. Il a trouvé le prétexte que la partie adverse qui tremble, parce qu'en tous les cas, le dossier est totalement vide. Ils n'ont pas prévu qu'une personne... Alors attends, la partie adverse, c'est qui? C'est l'État français ou c'est la préfecture de Dijon? Oui, c'était, alors, en particulière façon, c'était le préfet de Dijon et le procureur de la République de Dijon avec son équipe, donc même aussi le parquet et aussi le parquet national antiterrorisme, parce qu'en tous les cas, ils ont fait un abus. Et je n'ai pas la peur de le dire parce que c'est simplement la vérité. Et j'invite, en effet, en respect de l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 10 du Code civil, à montrer, en tous les cas, de façon incontestable que mes dires et mes écrits ne sont pas véritaires. C'est impossible parce que c'est la vérité. Donc, je voulais dire qu'ils m'ont empêché de plaider, ils m'ont fait un 12e renvoi. Et ça, c'est très grave, mais par contre, aucun problème parce que la partie adverse, il a commencé à montrer qu'il n'avait pas, il tremblait vraiment parce qu'il ne s'attendait pas que des normaux citoyens, à la suite d'une représaille intimidatrice de ce genre, il peut avoir la détermination, le courage, la capacité, surtout l'information de pouvoir faire un recours. C'est pour ça que j'invite, en tous les cas, j'invite aussi les agriculteurs ou les autres personnes qui ont subi hier, récemment, il y a 2 jours, je pense, des événements pareils, en tous les cas, pas à déposer plainte pour l'instant, parce que, en tous les cas, vont retomber directement sur les personnes qui ont ordonné
la mesure. Je vous invite en tous les cas, en respectant le délai légal, de faire un recours directement au premier président de la Cour d'appel de Paris et en tous les cas à pouvoir dénoncer et porter des personnalités qui normalement sont considérées jusqu'à aujourd'hui immunes au respect de la loi, qui devront au contraire montrer comme exemple à les autres, et c'est un devoir par rapport à leur poste. Et en tous les cas, parce que c'est très important que des personnes qui se permettent de faire une chose pareille puissent en effet savoir que la loi est égale pour tous, même pour eux surtout. Alors, on a l'impression, quand on en a parlé un petit peu en off, qu'il y a une espèce de vision tentaculaire de la vie dijonnaise entre la politique, les magistrats, les services sociaux, etc., les services à l'enfance. Est-ce que ici, sur JSF TV, autant que réseau international, profession gendarme, et je sais que c'est aussi le cas sur Tribune Libre, on n'a pas la langue dans la poche. Et quand il faut dénoncer les choses et dire les choses et dénoncer les gens, quand on a la certitude, la preuve, eh ben, on n'hésite pas, parce que c'est la... Je cite souvent Charles Péguy qui disait « Celui qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice des faussaires et des menteurs. » Comme on n'est ni faussaire ni menteur et qu'on n'est pas leur complice, on y va. Donc, je voudrais que tu me dises un petit peu, mais dans cette organisation tentaculaire, pseudo-mafieuse ou même mafieuse dont tu nous as parlé tout à l'heure, mais qui ça implique là-dedans? Alors, en tous les cas, je peux dire qu'en respect de l'article 223-6 du Code pénal, en tous les cas qu'il faut dénoncer toute forme de crime et de corruption, en respect de l'article 121-7 du Code pénal qui prévoit qu'en tous les cas, que fermer les yeux en omerta, ça devient complice, comme tu as dit, en respect aussi de l'article 7-1 du Code de la magistrature qui oblige tous les magistrats à faire cesser immédiatement toute forme de conflit d'intérêts. Les amis, quand vous voyez Federico, maintenant, il connaît bien la loi. Hein. Allons-y. Là, en tous les cas, c'est leur problème principal parce qu'ils ont joué avec moi en abusant du fait que je ne parlais pas un seul mot de français au début, que je ne connaissais pas le droit au début. Il a des avocats qui, de façon criminelle, je n'ai pas honte de le dire parce que toutes les personnes devront répondre après d'avoir la vraie justice. Je rappelle qu'en effet, les crimes contre la personne, les crimes contre l'humanité et les crimes contre les biens, ils n'ont pas de prescription. Donc, il aura le temps voulu pour faire répondre à toutes les personnes qui ont participé en bande organisée. Et en bande organisée, il a des sanctions qui arrivent jusqu'à 1 million d'euros, plus en effet plusieurs années de sanctions. Je répète qu'il a un système incontestablement corrompu qui regarde, pour répondre à la demande d'Éric, et j'ai aucun problème à le dire parce que c'est la vérité, il a la procure, donc le parquet de Dijon, il a le commissariat de Dijon qui participe de façon intentionnelle, les services, les politiciens qui donnent des directives par rapport à les directives de la présidence et après par rapport à World Economic Forum, parce qu'il a tout un système de hiérarchie qui est respecté. Donc la justice, oui. La police... Alors, la justice, en tous les cas, les magistrats qui sont intentionnellement endoctrinés et que vous voyez qu'il n'y a même pas de séparation des pouvoirs. Et je rappelle en tous les cas que l'article 5 de la Convention de la Constitution française et surtout de la loi organique de la magistrature prévoit, dans l'article 5, en tous les cas, que les procures et les parquets et les procurateurs de la République sont sous l'autorité del ministre de la Justice. Et ça alors, va... On va rappeler, si tu veux bien, Federico, que là, on va essayer de ne pas généraliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que tous les magistrats étaient corrompus, que tous les policiers étaient corrompus. Non. C'est le système en lui-même qui contient des éléments de corruption et de corruption manifeste et qui agissent en vilaine synergie. Allons-y. Exactement. Par contre, en tous les cas, c'est pour ça que je me permets de faire appel, parce qu'il y a énormément de magistrats, des personnes, on a besoin des avocats, on a besoin des magistrats, on a besoin des forces de l'ordre, on a besoin de toutes les personnalités qui vont faire un travail qui soit pour le peuple et pour répète encore une fois, comme elle prévoit aussi dans la Constitution, qui soit à service du peuple. Je dis qu'en tous les cas, il y a énormément de personnes intègres qui malheureusement se sont fait aussi endoctriner ou qui ne se sont pas rendus compte ou qui ont eu peur parce que le système il est violent et il est en ferme les yeux. Oui, fermer les yeux, mais fermer les yeux, comme je dis, en violation de l'article 121-7 du Code pénal, ça devient très dangereux. C'est déjà complice, oui. Voilà, ça devient complice. Donc, on invite toutes les personnes qui sont intègres à reprendre aussi leur poste de travail parce que ça permettra aussi de récupérer la confiance du peuple, ça permettra de récupérer aussi la considération de la justice, des forces armées parce que
on a besoin de cette personne. Et pour revenir aussi à les choses qu'il a dit, Stéphanie, malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, il a des investissements colossaux par rapport à des armes ou par rapport à des structures qui sont utilisées contre le peuple. Vous allez voir pratiquement, par exemple, l'achat par les politiciens des Centauro, que c'est des chars de 800 000 euros chacun. Donc c'est à ça qu'on pensait tous les deux, hein, Stéphanie. Oui, ça fait penser à des armes de guerre. Hein. Ils sont en guerre contre les peuples. Ça se voit quand même assez clairement. Oui. Exactement. Et je voulais revenir par rapport à la chose que tu as dit. Avant, c'était un uniforme élégant que tout le monde connaissait par rapport à la gendarmerie et tout ça, par rapport à la police. Je vous invite à voir les films, en effet, où il avait aussi des grands acteurs qui montraient en effet l'uniforme. Il était fier. Regardez comme il a dit... Stéphanie, comme elle a évolué, maintenant sont des Robocop et l'uniforme et les armes sont utilisées pour un ennemi extérieur, mais sont directement pour le peuple. Attention, pour des manifestants pacifiques qui ont le droit constitutionnel de pouvoir manifester même pour la retraite. Donc, si vous pensez qu'à un certain moment, il a des ordres qui sont inquiétants, qui sont donnés pour aller contre à la population, même pour éviter qu'elle puisse se manifester contre la guerre, contre le recrutement qui sera probablement fait prochainement, ou contre en effet éventuelle opposition dans le fait que les gens ils ont aussi besoin de vivre et ils ne pourront pas avoir des retraites qui n'existent pas à pas avoir payé toute leur vie les contributions. Voilà. Alors là, on parle de ce qui s'est passé pour toi et avec tes enfants. Donc, on parle des enfants. On a évoqué là le rôle de la magistrature, on a évoqué le rôle des forces de l'ordre, enfin de la police. Qu'est-ce qu'il en est des services à l'enfance? Je pense notamment à l'ASE, je pense au service de pédiatrie du CHU. Donc, c'est pareil, je ne veux pas généraliser ni sur les personnes, ni sur tous les services de pédiatrie de France et de Navarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert dans ce cas particulier dijonnais? Alors, donc, en tous les cas, Dijon en première ligne parce que ça me concerne directement. Et c'est pour ça qu'en tous les cas, je dérange énormément par rapport à mes actions judiciaires tout à fait pacifiques et légitimes. Parce qu'en tous les cas, je me suis rendu compte pendant des années, et là, il a des preuves incontestables où il a des rapports de coopération, de partenariat avec le procureur de la République de Dijon, par exemple avec les services de pédiatrie et del CHU, avec des contrats officiels qui sont signés, par exemple, en 2023, ou des gens qui, pour le fait qu'ils pourront être intègres de principe, dans le moment où ils vont commencer à avoir des bénéfices, des privilèges et en effet des revenus et de l'argent, en tous les cas, ils vont avoir déjà de façon implicite un conflit d'intérêts, comme c'est le cas. Parce que les services de pédiatrie, si vous allez voir les vidéos qui sont présentes en effet sur les liens qu'on peut mettre à disposition, il a un enthousiasme en effet à dévoiler qu'à Dijon, par exemple, en 2023, un enfant sur 10, il était sous suspicion. Attention, suspicion. En France, tu ne peux pas condamner sous les suspicions, il faut des preuves. Et les mots, ils ont un sens. Je l'ai compris même si je suis d'origine italienne. Et donc, tu veux dire que sur simple suspicion, les services à l'enfance peuvent retirer les enfants? Ah ben non, c'est exactement ça. Et là aussi, en plus, je vous invite à suivre, parce que moi, j'ai voulu intéresser une école de pensée internationale par rapport à ce qui s'est passé en Italie, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne et tout ça. Et je voulais vous dire qu'il y a un ex-magistrat italien, Francesco Morcavallo, qui maintenant se bat depuis 13 ans pour les œufs, qu'il a démontré qu'en Italie, le 99% des placements, c'était totalement abusif et ça n'a aucun fondement. Et là, je chiffre pas des choses, c'est des données concrètes. Si vous allez voir aussi à l'Assemblée nationale qu'elle avait dit que le 97%, et c'était, je pense, la salle et des autres qu'elle avait déjà déclaré ça, mais il a aussi des preuves incontestables que vous pouvez voir sur l'Assemblée nationale que je peux vous donner. Le 97% à peu près, au 90% des cas, c'était des placements abusifs. Alors moi, je vous dis que maintenant, c'est encore pire. Parce qu'avant, c'était un enfant sur 10. Maintenant, c'est un enfant sur 4. Et après, je peux vous assurer que ça sera un enfant sur 1. Ça signifie qu'ils ont déjà réduit de façon intentionnelle la fertilité des gens par rapport à tous les prétendus produits des génotoxiques qu'ils sont en train de donner à la population. Il y a des personnes qui ont une usurpation des professions réglementées sans avoir qu'une compétence médicale, sont en train, le droit, de faire une propagande pour pousser les gens à s'injecter des produits qui, incontestablement, ont prouvé leur dangerosité.
Et ça, c'est grave. Et à un certain moment, à Dijon, de façon particulière, il a eu un transfert de pouvoir, un transfert de compétences totalement inquiétant, parce que les services de pédiatrie, des médecins, des pédopsychiatres, ils ont maintenant la possibilité d'avoir directement des commissariats par rapport à les accords que le procureur de la République s'est octroyé de faire pour permettre en effet à cette personne-là, sous suspicion, attention, je répète, de maltraitance ou négligence, d'arracher des enfants à les familles. Je répète qu'un enfant qui est arraché des services sociaux à 18 mois jusqu'à 18 ans, en effet, va générer à peu près, et là c'est beaucoup plus, c'est plus à jour, presque 1 million d'euros par enfant. Sans que les enfants, à la fin de leur 17 trucs, puissent en effet avoir le 50% un diplôme ou éventuellement une vie normale. Il a tout un système de microcriminalité qui s'y va mettre en place, des problèmes psychologiques et psychiatriques qui sont décrits par rapport aux documents que je vous mettrai à disposition. Et c'est tout décrit en littérature. Et même les stratégies pour arracher les enfants, maintenant, sont de plus en plus connus et je vous donnerai la documentation, les liens à disposition pour voir la gravité de la situation. Je rappelle seulement qu'en Allemagne, en 2016, il a eu une conférence très importante, qu'on peut mettre aussi dans les liens, où c'est démontré que le chiffre d'affaires entre la combinaison tra les services de psychiatrie et les services de l'ASE généraient en effet une augmentation de 2400% des taux des placements abusifs. Et en plus, ça générait entre 40 et 100 milliards d'euros par an. Donc, en Côte d'Or, en 2015, je rappelle et je vous invite à regarder les conseils municipaux parce que c'est incontestable. Et simplement pour le Côte d'Or, le département 21, sans aucun problème, ils ont mis à disposition chaque année l'équivalent de 29 millions d'euros pour le département 21. D'accord, pour avoir la possibilité de garder seulement la structure de l'ASE, sans considérer après les salaires des médecins, les salaires des avocats, des juges, de tout le service et le système qui va avec. Et donc, si vous allez prendre une moyenne de 25 millions d'euros par département et vous le multipliez par 105 départements, si je ne me trompe pas, sur le nombre de départements qu'il y a en France, vous allez voir l'ampleur, en effet, seulement de garder la structure. Donc, je vous invite, je vous le prie, de m'écouter par rapport au fait que je suis un père, je suis aussi un citoyen français et européen, de faire attention à pas tomber dans la piège. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai aucune intention d'être un complice qui va pas à dévoiler quelque chose qui soit malheureusement une piège que ça peut arriver à n'importe qui, parce que malheureusement maintenant, ils ont élargi à l'intégrité de la population ce type de business et c'est très, très, très inquiétant. Fermez les yeux, il faut les garder ouverts et dire non, basta. Alors, j'ai parlé en début d'émission et tu l'as rappelé, on a mentionné le nom de Eric Hertz. Est-ce que tu peux rappeler qui est Eric Hertz et qu'est-ce qui lui est arrivé lui aussi et pour quelle raison? Alors, Eric Hertz, c'est un cher ami. Et au début, vous voyez l'absurdité qu'en France, que les valeurs de la République, c'est égalité, fraternité, égalité. Et donc, en tous les cas, surtout la fraternité, donc l'amitié. Ils m'ont même, en effet, pris en compte dans la motivation tout à fait abusive que j'étais ami d'une personne et à des juges le 26 janvier 2026 à Paris, qui, en tous les cas, ils ont rapporté aussi l'importance d'avoir une amitié en France. Alors, Eric Hertz, c'est une personne que j'estime et j'admire énormément parce qu'avec sa famille, malheureusement, le 26 novembre 2025, il a subi à le même moment un attentat d'État et un terrorisme d'État comme moi. Ils ont voulu, en effet... Donc, l'intrusion de l'armée à son domicile. Oui, attention, totalement disproportionné, ça c'est très important, avec destruction des portes d'accès, avec le prétexte, un abus de langage de dire qu'elle était pour sécuriser les lieux. Comme ils m'ont dit aussi à moi, quand ils sont venus à me casser tout, les portes, le portail, tout ça, et même le coffre-fort et d'autres choses, ils m'ont dit que c'était pour sécuriser les lieux. Mais je rappelle, en faisant une phrase ironique, que les lieux s'étaient sécurisés avant, et c'est au moment qu'ils sont arrivés que c'était pas du tout sécurisé, parce qu'il y avait avoir 40 mitras et fusils d'assaut directement à son propre domicile. En tous les cas, c'est très inquiétant, et je rappelle encore une fois que cette équipe
sont venus à mon domicile, et je pense qu'aussi à le domicile d'autres personnes, pour s'entraîner directement sur un scénario beaucoup plus réel qu'un scénario fabriqué de toutes pièces en caserne. Et je reviens par rapport à votre partenariat, comme il a dit Profession Gendarme, qu'il a publié un article, je pense, le 30 octobre 2025, qu'il a eu un décret qui a montré que l'État, sans en effet dire rien, a publié même sur le journal officiel qu'il était en train de préparer des mercenaires privés à s'entraîner pour la guerre. Tout à fait. Alors, on va reparler tout à l'heure aussi de ce qui se passe en Italie, parce que tu es franco-italien et tu as vu aussi des choses qui se passaient en Italie dans le même style. La France n'est pas le seul le pays visé. Mais je vais d'abord laisser la parole à Stéphanie, parce qu'elle va nous quitter, et elle voudrait nous dire un petit mot supplémentaire. Absolument, ce n'est qu'un au revoir. Je voulais conclure en espérant évidemment tout d'abord que Federico Mellet allait avoir gain de cause sur le plan judiciaire. Et puis, je souhaite ardemment, en tant que parent, je me mets facilement dans sa peau, je souhaite qu'il puisse rapidement reconstruire des liens avec ces 3 garçons qui bientôt sont tous les 3 majeurs, auront peut-être une indépendance financière et peut-être un peu plus de liberté de choix. En tout cas, voilà, ça me paraît être le plus important pour ces jeunes hommes qui sont en train de se construire. Et voilà, donc on ne lâche rien, comme disent les Gilets jaunes. On lâche rien. Je pense que Federico ne va rien lâcher. Là, ils sont tombés sur un os, comme on dit, la justice. Et tant mieux, heureusement qu'il y en a des citoyens éclairés. Et puis, c'est ce que j'avais à dire pour conclure, quoi. En tant que maman, j'espère qu'il va retrouver vite le lien reconstruit avec ses garçons. Et puis, je voulais aussi féliciter c'est TVADP, JSF TV pour leur partenariat avec Profession Gendarme. Voilà. Parce que je salue aussi Ronald Guillaumont, à qui je dis toujours un énorme merci pour tout ce qu'il a fait pour Tribune Libre également. Voilà. Et venez aussi pour Tribune Libre écouter l'interview de Federico, voilà, qui est assez concise, qui dure à peine 40 minutes et qui raconte un peu l'histoire au sortir du tribunal de Paris. Voilà. Et je vous remercie vraiment tous les deux pour votre accueil chaleureux. Merci, ça fait une petite précision. TVADP est en train de voler de ses propres ailes et ici, nous sommes sur JSF TV. JSF TV, d'accord. Journalistes sans frontières. Ok, il se passe des choses. Moi, je ne suis pas toujours tout, mais voilà. Mon amitié. L'offre s'élargit et c'est très bien. C'est parfait, exactement. Mais moi, je vous embrasse très fort, messieurs. Merci. Et à très bientôt. Merci Stéphanie. Et j'espère qu'on se verra demain, mardi 17 février, pour Michel Procureur à Paris, devant le Conseil national de l'Ordre des médecins. C'est noté. J'y serai mardi après-midi. Oui, demain, absolument. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. À bientôt, merci monsieur. beaucoup, Stéphanie. Vraiment, voilà, pour ta précieuse présence. Je rappelle sous les cas que mon audience, c'est le 13 avril à 9h30. Il faut arriver à 9h à la Cour d'appel de Paris, 8 boulevard du Palais, à 75 000 Paris. C'est très important d'avoir aussi votre soutien parce que, en tous les cas, je répète encore une fois, et moi, je n'ai aucune intention de me suicider, de faire n'importe quel acte. Et s'il m'arrive éventuellement quelque chose, je ne le souhaite pas, mais en tous les cas, vous savez qui, éventuellement, il a déjà fait du mal et donc peut être potentiellement aussi voilà, le responsable. Donc, je le dis parce que malheureusement, sont arrivées déjà dans l'histoire pas mal de choses et j'ai besoin, en effet, de le préciser. Parce que c'est Merci, Federico. Stéphanie, pour une dernière chose, nous allons mettre en lien sous cette émission l'interview que tu as faite de Federico Mellet à la sortie de... Oui, oui, il faut que ça circule. Voilà. Il y aura également en lien, chers amis, l'émission qu'on avait faite ensemble avec Federico, où il nous présentait ses difficultés judiciaires et où on voyait venir en boucle les vidéos de caméra surveillance chez lui avec l'intrusion de l'armée. Oui, moi je voulais préciser seulement une dernière chose très rapide. Je voulais seulement... On peut rester ensemble après un petit peu si tu veux bien. Tous les deux. J'ai un rendez-vous après. Je vous dis à très bientôt, messieurs. Et force à tout le monde. Merci beaucoup. Très bien. On a encore un petit peu de temps, Federico. Merci Stéphanie. Merci. Je voulais préciser une chose très importante, parce que par le fait qu'il peut y avoir énormément de personnes qui sont intègres. Mais vous devez savoir déjà que s'il n'avait pas aucun conflit
entre les familles. Si tout le monde, en effet, n'avait pas des soucis pour la garde des enfants, pour les choses comme ça, il n'avait pas besoin, en effet, je précise, et je vous laisse réfléchir avec votre tête, de personnalités comme des juges des enfants, des juges des affaires familiales, des avocats divorcistes ou d'autres choses. Vous devez savoir que déjà, le fait qu'il a un conflit, il est intentionnellement voulu pour créer un business. Et si vous allez voir les mots qui sont utilisés dans la justice, ils ont un sens. Affaire, c'est une affaire, c'est pas un dossier. Et les affaires familiales, ils donnent déjà, avec la nomination qu'ils ont pris, une clarification des rôles qu'il aura derrière. Donc, vous devez savoir que les services sociaux, avec la complicité des conseils départementaux, de la mairie, qui sont leurs principaux, en effet, patrons, par rapport à des problèmes et des programmes politiques qui sont mis en place sans aucune séparation des pouvoirs, avec aussi le fait que des magistrats et d'autres personnes, ils ont trouvé des bénéfices parce qu'ils vont avoir aussi la possibilité, s'ils vont exécuter directement des ordres et par rapport à des consignes qui sont données à niveau politique, ils vont faire de la carrière, ils vont faire des autres choses. Donc, vous devez savoir que déjà, sont en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que la justice, normalement, ne devait pas immiscer ni les affaires des familles, ni les enfants, et ni dans la correspondance même des personnes. Donc, déjà là, c'est une violation parce que ça va au-delà de toutes les choses. Donc, normalement, le fait que la justice se va immiscer dans la vie des familles, et là, de plus en plus le cas, ça devait vous poser des questions. Parce que ce n'est pas une personne qui peut avoir aussi des problèmes familiaux eux-mêmes, qui va juger et qui va influencer à vie, comme si vous êtes un criminel, votre vie, parce qu'ils ont décidé de faire du business avec de la marchandise humaine. Ouais, on voit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc en Italie, Federico? Alors, après, on pourra aussi avoir d'autres contextes parce que j'ai beaucoup de choses à raconter et à expliquer. En Italie, j'avais déjà informé, maintenant, ils sont en train de faire le même système parce que l'Italie, malheureusement, est une colonie, hein, et en tous les cas, ils sont en train d'adapter et de faire un copie-coller comme toujours des mesures. Et chaque fois, ils font des mesures d'expérimentation sur un territoire géopolitique et après, il a une observation de comment les gens vont se comporter et il a un transfert de cette expérimentation à un autre endroit, donc par exemple un ping-pong entre l'Italie et la France. Et cette chose-là, ça va continuer parce que de plus en plus, les mesures sont toujours nel copie-coller. En Italie, récemment, ils ont mis en place un décret sécurité intérieure, exactement comme en France, mais ils ont mis la version, en effet, à jour. Parce qu'avec le prétexte qu'ils devront, en effet, accélérer par rapport aux Jeux hivernales de l'Olympiade à Cortina et Milan, ils ont militarisé toute l'Italie. Et il est arrivé récemment que même des personnes, je pense qu'il avait aussi un avocat, ils ont reçu un équivalent en abus de langage de visite domiciliaire. Et ça, c'est aussi une chose très grave parce que le terme visite domiciliaire, ça peut sembler quelque chose où vous allez inviter ou vous allez faire visiter votre appartement. Là, non. Là, en tous les cas, c'était dans la principale partie des cas, un attentat d'État, un terrorisme d'État, ou même des personnes en Italie, ils ont vécu récemment un choc très grave, parmi lesquels, en tous les cas, les gens commencent à poser des questions. Oui, alors, de cours de tout ce que tu nous dis là, est-ce que tu as le sentiment, Federico, qu'en France, en Italie, en Europe, en règle générale, nous sommes dans un état de droit? Est-ce que nous y sommes encore? Est-ce que nous l'avons été un jour, au vu de tout ce que toi, tu as découvert depuis maintenant, c'est 15 ans, hein, ça fait 15 ans que tu te bats comme ça. Voilà, tout à fait. Et moi, je peux te dire que malheureusement, on n'était jamais été dans un état de droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le système, il est tellement sophistiqué. C'était toujours, en effet, si vous allez voir, il a eu des cas, mais dès que vous dépassez une certaine seuil, si vous allez en effet, comme disait Eric Loridan l'autre fois, être trop curieux, si vous allez dévoiler des choses qu'il ne faut pas en effet mettre en lumière et tout ça, toujours dans la partie visible de l'iceberg, à un certain moment, vous allez découvrir de façon incontestable que vous n'êtes jamais été dans un état de droit. Et malheureusement, il a des personnalités
qui sont mis en place dans le système et qui sont rien d'autre qu'un filtre, à mon avis, pour pouvoir empêcher, en effet, que des problématiques puissent, en effet, surmonter. Je suis très étonné qu'avec des médias en France, pas les vôtres, parce qu'en tous les cas, merci de cet espace-là, mais par rapport à l'importance, par rapport à la gravité de la situation qui m'est arrivée à moi et à d'autres personnes, et je rappelle qu'à 25 novembre 2025, il avait déjà eu 106 visites domiciliaires équivalentes. Donc, ça veut dire que si vous faites un calcul sur 300 jours à peu près, vous avez un attentat d'État, ou en tous les cas une opération comme ça, faite normalement à l'aveugle des médias, tout ça, chaque 3 jours. Et posez-vous des questions, en effet, sur comment c'est possible que cette information-là, elle n'était pas relayée quand elle a des informations beaucoup moins importantes qui sont en propagande quotidienne avec une insistance redondante tous les jours. Parce que les gens ne vont pas savoir. Et pas de savoir, ça pose des questions. Parce que si à un certain moment des personnalités de l'État cachent quelque chose, ça devait vous faire réfléchir. Une autre chose, Federico, au fur et à mesure de tes recherches et tes enquêtes, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une implication là-dedans de réseaux souterrains type franc-maçonnerie? Alors, c'est une question très particulière. Moi, je ne peux pas te répondre exactement sur qui est à la base, à la source de celui-ci, mais vu le contexte incontestable par rapport à l'action qu'ils ont fait avec les enfants, par rapport à les actions qu'ils ont fait directement à mon domicile et à mon ami Eric Hertz, par rapport au fait qu'il a une complicité incontestable où il a des documents du tribunal des mineurs que je vous inviterai en tous les cas à consulter, qui montrent de façon incontestable la possibilité, la stratégie de mettre en place un pass depuis longtemps, je parle del 2015, mais ça c'était déjà quelque chose que ça faisait depuis longtemps, pour pouvoir permettre à un parent ou à une institution de violer par exemple l'article 227.5 du Code pénal avec la complicité de la police, del parquet de Dijon, des procureurs de la République, de l'ASE, des juges des enfants, des juges des affaires familiales, des avocats surtout, qui sont parfaitement en cause et qui connaissent exprès cette thématique, ils vont avoir des bénéfices, des privilèges. C'est pour ça que je dis qu'à un certain moment, il faut intervenir sur la cause et sur les faits. Donc, je ne peux pas qualifier et dire que c'est exactement ça, la réponse, c'est cette organisation. Sûrement, je peux dire qu'il y a un système de copinage ou éventuellement de rapports qui montrent l'absence totale de neutralité, d'équité des procès et tout ça, ça fait réfléchir. Donc, je vous invite en tous les cas, avec votre soutien, à dévoiler la vérité parce qu'on a besoin qu'à un certain moment, ce système arrête de nuire à la population, surtout après qu'elle était payé avec l'argent. En tout cas, il est fort probable que rien ne pourrait se faire sans l'appui d'une force politique. Non, c'est sûr. Oui, excusez-moi, je ne voulais pas te couper, mais tu m'as donné exactement une chose. Regardez, moi, je n'ai pas peur de dire les noms, par exemple, François Rezamen ou Nathalie Conder, qui en tous les cas sont déjà informés par moi-même. En tous les cas, ils ont voulu nier. En effet, parce que c'est eux les patrons, par exemple, en plus du conseil départemental des services ASE, qui génèrent en effet du business. Je vous rappelle que la fracture sociale et les divorces sont intentionnellement voulus, les séparations par le système. Parce que vous imaginez la machine à sous que ça va dégénérer, que ça va générer. Dès que vous avez, en tous les cas, une famille ou des enfants, et vous allez créer un conflit, déjà, à niveau politique, ça va générer un business colossal. Pourquoi? Parce que vous avez, grâce à la séparation qui est intentionnellement voulue, et je vous invite à voir comment autant de séparations et de divorces en France, en Italie, partout, c'est pas anodin, il a une cause. Et la cause, c'est que ça va générer un business colossal. Pourquoi? Je vous fais un exemple concret et après vous allez continuer à faire votre démarche d'enquête. Si vous allez voir qu'une séparation comporte un double appartement, double facture, double, en effet, vous n'avez plus du tout la possibilité d'avoir un seul noyau familial et donc pas être imposable, le fait que vous avez par exemple une séparation voilà, comme ça va donner à un des parents, en effet, aucun enfant à charge, qu'en tous les cas, il a des parents qui vont continuer à payer la pension alimentaire, donc sont bien en charge, les enfants. Mais c'est un système machiavélique qui est mis en place parce que ça va générer du business. Donc, sous le bâtiment, sous, en effet,
les factures, sous EDF, tout. Donc, vous pouvez imaginer quel business sur le mode à cette côté, sans considérer après l'argent qui est utilisé, et je vous allez voir les conséquences des personnes qui vont dire à les parents qui ne sont pas capables de juger, de gérer leurs enfants, et après, en tous les cas, comme est arrivé à Dijon, il a des magistrats qui in tous les cas montrent que l'exemple, ce n'est pas le meilleur à suivre, au contraire. C'était pour rendre Merci compte. Federico. On arrive au terme de l'émission ici. Tout ce que tu nous as dit là est vraiment extrêmement important parce que nos enfants, nos familles sont un lieu de business colossal. Alors, soit, les amis, soit vous le dénoncez avec nous, avec les risques que ça comporte, soit vous restez des sages moutons qui travaillent, cotisent, consomment et meurent. Rappelez-vous cette phrase que l'on donne fréquemment du capitaine Sankara, premier président du Burkina Faso, qui disait « Je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton ». Mes amis, la vérité est parfois à ce prix où il faut prendre des risques comme le fait Federico, comme le fait également JSF TV, Tribune Libre et d'autres médias pour dénoncer ce qui doit l'être. N'hésitez pas à relayer cette émission autour de vous. Et Federico, tu nous donnes donc rendez-vous le 13 avril, c'est bien ça ? 13 avril, en tous les cas, à 9h à la Cour d'appel de Paris. Je reste à complète disposition pour vous expliquer le reste, mais je dis que je suis très optimiste parce que le système, il était fissuré. Il commence, en tous les cas, d'avoir des personnes intègres qui commencent à se rendre compte, en tous les cas, de l'instrumentalisation qu'ils ont subie. Et je compte vraiment sur l'intégrité des personnes qui se vont de plus en plus réveiller dans un système qu'il a toujours instrumentalisé pour retrouver leur place. Parce qu'on a besoin, je rappelle, de vraies personnes comme des vrais magistrats, des vrais procureurs de la République, des vrais médecins, des vrais, en effet, avocats qui vont protéger avec leur talent et leur capacité les citoyens et pas utiliser leur talent pour nuire intentionnellement à la population pour faire du business. Merci. Il s'agit vraiment de nos enfants, de nos familles. Et si on n'est pas capable de protéger ce qui a de plus de prix à nos yeux, eh bien, nous ne serions pas dignes de vivre. Rendez-vous donc le 13 avril à Paris pour te soutenir. Et rendez-vous à ceux qui le peuvent demain, mardi 17 février, pour le docteur Michel Procureur, rue Léon Jost à Paris. C'est le métro Courcelles. N'hésitez pas à venir nous y retrouver. Et félicitations à tous ceux qui étaient à la manifestation ce lundi 16 février devant l'Assemblée nationale contre ce projet de loi mortifère de fin de vie porté par le député Falorni. À très bientôt, les amis. Portez-vous bien, haut les cœurs. Et n'oubliez pas que ce qui les embête le plus, c'est notre joie et notre bonne humeur. Au revoir. Exactement. Merci. Breathe in, breathe out. Every path is a doorway now. Some heal with the silence of a morning song.
Some hear with the drum and the night has begun. Some find their way in the crystal road. Some in the river where the wild winds blow. Look on a rooftop, heart open wide. Meditation like an ocean tide. Feet on the earth, eyes on the sky. Every soul let it out to fly. Different roads, one single line. Many colors, one pure sign. No road, no perfect line. Just the rhythm of being human. We feel in many ways, many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breaks, with the prayer we say. Every heart finds its own highway. We feel in many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the saving grace. All returning to the same bright day. Sacred geometry drawn in the sand. A quiet mantra held in your hand. Candles burning, soft in snow. Letting go of what we used to know. Some feel dancing in the moonlit trees. Some with stillness by the deepest sea. Dialogues, their dreams and ancient songs. Medicine where the spirit belongs. And the voices got you go. Many stories are tired song. Go competition, go finish line. Just a soul remembering how to shine. We feel many ways, many ways, many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breath, with the prayer we stay. Every high finds its own highway. We feel many ways, many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the same embrace. All returning to the same bright day. Crystals hum and the heartbeat grows. Sacred circles our wisdom flows.